Bonjour Patrick. Bonjour Marc, merci de ta visite. Bah écoute, c'est moi qui te remercie de répondre à nos questions. Alors, premier sujet qui est le plus important probablement, le vieillissement des licenciés. On a une moyenne d'âge assez inquiétante. Je crois que ces derniers chiffres, c'est 73 ans, si je C'est ne exact, m'abuse. oui. Comment est-ce qu'on fait pour essayer d'enrayer cette machine infernale qui est lancée depuis déjà une vingtaine d'années? Comment on fait pour garder les jeunes? Parce qu'on en recrute avec le bridge scolaire, ce qui est une chose formidable, mais qui est parfois un peu entre midi et deux, pas toujours dans des conditions très favorables non plus. Et puis surtout après, ben, on a beaucoup de mal à les garder. C'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose dans les clubs qui soit fait pour les très jeunes. Et puis aussi les actifs, hein, c'est-à-dire la tranche 30-60 qui n'a pas disparu Radar. des radars, mais enfin qui est quand même pas très très bien représentée. Et c'est vrai que pour des gens qui travaillent, c'est pas toujours facile de jouer au Rige. Il y a pratiquement plus de tournois le soir, enfin en tout cas il y en a plus beaucoup dans plus beaucoup de clubs. Voilà, donc comment est-ce qu'on fait pour essayer d'enrayer un peu cette mauvaise pente? C'est tout un programme. Oui, bah oui, j'imagine, ouais. La question est très large. Je vais essayer de ne pas en perdre des morceaux en route. Alors effectivement, ce vieillissement de la population, c'est vraiment le point faible, le point noir de la Fédération française de bridge. Tant qu'on n'aura pas réussi à enregistrer un peu de reflux dans cette moyenne d'âge, on est en position de risque. C'est le principe de la grosse vague pour ceux qui sont habitués de la mer. Le principe de la grosse vague, quand elle monte trop haut, elle casse à un moment et on n'est pas très loin de cette situation. Par chance, on recrute pas mal de nouveaux joueurs tous les ans. On en recrute depuis 2 3 ans plus de 6000 en moyenne. Les clubs font bien ce travail de recrutement. Ils font souvent très bien le travail de conservation de ces nouveaux licenciés, parce que d'une année sur l'autre, on n'en perd que 30 à 35%, ce qui est un score exceptionnel. Quand on garde 65% de nouveaux clients, c'est qu'on a déjà bien réussi sa mission. Et bien entendu, la deuxième année, il y a encore un petit effet de déperdition, mais sur la population d'origine, on en garde plus de 50%. Donc, ce qui veut dire que les clubs savent accueillir et ils savent donner le goût aux nouveaux arrivants. Le vrai problème, c'est pas tellement dans ces recrutements. Alors, si on en avait 2000 de plus, ça serait parfait. Le vrai problème, c'est que le robinet à l'autre bout, il est grand ouvert et que malheureusement, il y a beaucoup de joueurs qui, pour des raisons évidentes ou des problèmes de difficultés de déplacement, de maladie ou lorsqu'ils ont perdu leur partenaire préféré, préfèrent s'arrêter. Et là, on est effectivement dans une grosse déperdition de joueurs. Alors, et ceci étant, il y a certains clubs qui réussissent mieux que d'autres, hein. C'est-à-dire que Tout à moi je fait. connais quelques exemples de clubs où ça marche, où le recrutement fonctionne bien. Donc je pense que ceux-là, ils ont trouvé le bon filon, je dirais, enfin, en tout cas la bonne méthode. Est-ce que on pourrait pas faire une enquête en fait auprès de ces clubs qui réussissent pour trouver ce qu'ils ont Alors, trouvé, leurs astuces, et puis du coup les alors, donner aux autres, pour que les autres puissent faire pareil, quoi. alors ça, c'est ce qu'on appelle la boîte à outils. Ouais, Elle existait plus ou moins. On a embauché quelqu'un l'année dernière qui est notre homme réseau, qui est en charge de collecter les bonnes expériences qui peuvent se d'accord. dévoiler dans un club ou dans un autre. On constate quand même qu'il n'y a pas de recette miracle. C'est souvent lié à la personnalité, voire au parcours professionnel des dirigeants de chaque club, qui font que ils trouvent la bonne idée, Ouais. qui n'est pas forcément une idée qui pourra être développée dans un autre club. Il y a des gens qui se sentent à l'aise sur certaines démarches et qui ne le sont pas du tout sur d'autres. Donc mon objectif, moi, c'est effectivement de faire un catalogue de ces bonnes Ouais. pratiques et de les diffuser Oui, le plus voilà. largement possible. Ne serait-ce que ça, parce que. Mais c'est vrai qu'il y a des clubs qui ont vraiment des performances remarquables. J'en citerai un que je suis parce qu'il m'intéresse beaucoup en termes de progression. Il ne restait plus que 4 ou 6 membres. Ouais. Et en 2 ans de temps, ils sont passés de 4 à 6 membres à 49. Mhm. Ils ont encore recruté 9 nouveaux cette Ouais. année. Mais parce qu'il y a une équipe dynamique qui y croit, ce sont des villes qui sont parfois de peu d'importance moyenne en termes d'habitants
et qui n'ont pas tant de loisirs que ça à présenter au grand public. Pour peu que vous ayez un maire qui comprenne les enjeux derrière, il vous met une salle à disposition et puis c'est parti, il y a du développement qui se crée de cette manière. Mais dans ta question, il y avait un autre volet, c'est les jeunes. Les jeunes, alors déjà, on en a la 3e convention avec l'éducation nationale. À chaque fois, l'éducation nationale nous amène plus de facilité. Aujourd'hui, la convention qu'on a signée il y a 2 mois est très riche de nouveaux apports, puisqu'ils introduisent dans cette convention la notion d'enseignement hybride. Et par enseignement hybride, ils entendent enseignement hybride sur 2 volets distincts. Le premier, c'est hybride par la nature de l'enseignant, c'est-à-dire qu'ils encouragent l'enseignant professionnel de l'éducation nationale à être accompagné par un sachant de la discipline. Alors c'est des échecs, peu importe, mais c'est un sachant. Ça, c'est le premier côté du volet hybride. Et le deuxième côté, c'est l'éducation nationale encourage les établissements scolaires à soit créer un club de la discipline à l'intérieur de l'établissement, ce qui est magique quand ça se produit, et ça se produit maintenant, ça arrive, ou alors de se rapprocher d'un club de la discipline en ville, mais qu'il y ait des passerelles. D'accord. Et ça, c'est quand même une très belle avancée. Oui, parce que oui, c'est sûr que des clubs à l'intérieur même des établissements scolaires, parce que ça permettrait aux jeunes au moins de jouer entre eux, parce que ce qui les refroidit, c'est quand ils ouvrent la porte d'un club et qu'ils voient qu'il y a que des vieux comme toi ou moi, et voire plus âgés. C'est vrai que pour des gamins, c'est pas très rock'n'roll, quoi. Donc, c'est vrai. Sauf s'ils sont, comme le bridge est quand même un jeu intergénérationnel, s'ils arrivent à assimiler les joueurs qu'ils rencontrent un peu comme leurs grands-parents, pour peu qu'ils aient fait un peu de bridge à la maison avec leurs grands-parents, c'est un peu une poursuite de ce qu'ils connaissent. Et on s'aperçoit aussi que ces jeunes qu'on a tendance à envoyer dans les clubs, ils arrivent à faire venir des parents dans les clubs et on arrive à recréer ainsi un lien un peu familial, plutôt que chacun soit caché derrière son portable à jouer sur son jeu préféré. Là, on recrée un jeu de société où les parents, les enfants et voire les grands-parents peuvent le week-end s'amuser ensemble sur un jeu intelligent. Donc c'est comme c'est une bonne chance. Oui, parce qu'il est temps, parce que regarde, si tu prends l'exemple du club de... Alors là, je parle pas des enfants, mais je parle du club de Polytechnique, par exemple. Qui, il y a 20 ans, c'était un énorme truc. Il y avait plein de monde, il y avait un gros tournoi tous les ans, c'était fluctuant machine. C'était fluctuant d'une année sur l'autre, ça dépendait du président de l'association des anciens élèves, enfin des élèves et des anciens. Ça fonctionnait quand même. Et puis maintenant, je ne sais même pas s'il existe encore. Je crois qu'il n'existe plus, mais il pourrait renaître. Oui, c'est ça. La seule difficulté aujourd'hui que nous avons avec les étudiants, parce que là c'est vraiment public étudiant cette fois-ci, c'est plus scolaire, c'est que les étudiants avant avaient beaucoup plus de temps en présentiel. Alors que maintenant, ils entrent dans n'importe quelle école, alors polytechnique ou une autre, école de commerce, peu importe, école d'ingénieur. Aujourd'hui, ils font 3 mois de cours et ils sont lâchés dans la nature. Ils ont d'abord un stage en entreprise pour découverte de l'entreprise, après ils ont un stage dans une université étrangère, puis après ils partent faire une année de césure. Aujourd'hui, on ne tient plus les étudiants, on n'a pas le temps d'installer le bruit, de les intéresser. Et lorsque ça arrive, parce que ça arrive encore un peu quand même, qu'on arrive à les solliciter, les étudiants, comme il n'y a pas d'outils informatiques pour prendre le relais lorsqu'ils sont en déplacement, lorsqu'ils sont délocalisés, on n'arrive pas à les intéresser suffisamment, donc ils n'approfondissent pas. Et tout ce que nous développons en matière de e-bridge, le bridge sur Internet, va dans ce sens. Et je parlerai probablement tout à l'heure de la plateforme qu'on vient de créer à cet effet. D'accord. Et autre point sur les jeunes qui ne vont pas en club, j'essaie d'inverser complètement la mécanique, à tel point que les clubs opèrent à la gratuité pour les joueurs les scolaires qui viennent, ou les jeunes. En principe, c'est la gratuité. Moi, je suis allé beaucoup plus loin. Non seulement on leur rembourse les points d'experts qui ont été amenés à payer à l'occasion du jeu de jeunes joueurs dans leur club, mais je double le remboursement, c'est-à-dire que je donne 1 euro à chaque fois qu'un jeune vient jouer dans un club, c'est moi qui abonde le club
1 euro par présence. Ok, bon bah écoute. Et alors les actifs 30-60, comment on peut essayer de relancer les tournois du soir en fait? Parce qu'en gros c'est Alors, ça. c'est que les tournois du soir. Ouais, voilà. Là, j'ai mis en place, très récemment, hein, ça vient de démarrer, j'ai mis en place un challenge des simultanés du soir. Donc, c'est à titre d'essai. Pendant 6 mois, de janvier à juin, les opérateurs de simultanés ont choisi des dates. Il y a des simultanés, on fera un classement général, et à la fin, ce classement général sera... Il y aura des points d'experts, évidemment, mais on attribuera aussi quelques points de performance pour les premiers, donc il y aura une vingtaine de points de performance. Et je suis absolument ravi là, de ce qui vient de se passer sur ce premier mois, puisque ça démarre à peine. On fait plus que doubler la participation classique dans ces tournois-là. C'est important parce que le soir, c'est pas facile. Il n'y a pas eu suffisamment de com, donc les gens ne sont pas informés, pas suffisamment habitués. Les clubs ne se sont pas appropriés cette solution. Mais ça progresse à chaque fois. Donc, il faut du temps, j'imagine, pour mettre en place. Il faut beaucoup de temps. Ok, alors le deuxième dossier... il y avait aussi la Coupe des clubs qui était faite à cette occasion, puisque j'ai demandé aux clubs qui ont quand même globalement bien joué le jeu. La Coupe des clubs, j'avais demandé qu'ils essaient de mettre aussi des dates le soir pour faire jouer les actifs. Et ça, la Coupe des clubs, c'est un vrai succès, ça marche vraiment très bien. Bon, tant mieux. Alors, deuxième sujet, c'est le classement. Donc, il y a une réforme qui va voir le jour à la rentrée prochaine, où donc tout le monde a un petit peu peur de descendre d'un cran. Alors, explique-nous un petit peu donc, ce qui va se passer et les éventuelles modifications au projet. Ce qui a été voté par le Conseil fédéral il y a quelque temps, c'est de revenir à une vraie pyramide de la Fédération française de rugby, des joueurs. Et donc, ça veut dire que les classements vont être attribués en fonction de pourcentage. Pour faire simple, les premières séries, ça sera les 5% premiers. Les deuxièmes séries, c'est les 20% suivants, etc. Ça veut dire qu'on va se dispenser des fameux seuils qui permettaient de classement des joueurs. Ça avait été abaissé par la mandature précédente, à laquelle j'ai participé d'ailleurs. Mais on a fait, à mon avis, une erreur à ce moment-là. On a baissé le seuil des premières séries trèfle de 150, on l'a ramené à 125. L'idée était, sûrement bonne quand on a décidé ça, c'était de désengorger les honneurs, qui avaient trop de joueurs et les comités avaient du mal à organiser les compétitions à cette époque. Or, on s'aperçoit aujourd'hui qu'on a été un peu dépassé par le développement du bridge et les progrès des joueurs qui, aujourd'hui, vont finir par tous se retrouver en première série. Donc là, il y a une anomalie de fond, donc il faut aller revenir à un classement qui soit beaucoup plus conforme à cette fameuse pyramide. Alors, moi-même, je vais être concerné, j'étais première série nationale, je ne le serai plus. Bienvenue au club, je crois que je vais être pas comme toi. Donc ça, c'est pas très grave. En revanche, ce qui est beaucoup plus important, c'est pour les joueurs qui sont effectivement en rupture, qui sont en première série, qui risquent de passer en deuxième série, et deuxième série qui risquent de passer en troisième série. Alors, pour certains, c'est une bonne nouvelle, parce que je connais aussi quelques joueurs qui m'ont dit, moi je joue pas cette année parce que j'ai envie de rejoindre mes copains qui sont restés en honneur. Moi j'ai fait une bonne performance parce que je suis monté, mais j'avais pas du tout envie de monter, je préfère jouer avec mes copains, donc je ne jouerai pas cette année. C'est pas la majorité, on est d'accord. Donc la majorité des joueurs vit ça plutôt très mal. Voilà. Même si j'ai fait rajouter sur la lettre de classement le meilleur classement comme ça existe au golf, chacun pourra voir qu'il a eu il a été un jour qu'il a eu ses heures de gloire. Ouais. Néanmoins, il n'y a pas d'enjeu stratégique à cette réforme. Donc je vais demander au prochain Conseil fédéral d'apporter un assouplissement à la mise en place de cette réforme. Un assouplissement qui sera en plus une ouverture pour les deux types de populations que j'ai évoquées. Ceux qui sont en césure, qui pourraient revenir en deuxième série, on va les mettre en première série trèfle hors quota pendant 2 ou 3 ans, donc ça c'est des modalités encore à définir.
mais on leur laisse la possibilité, s'ils le souhaitent, de jouer en honneur quand même. De jouer en honneur quand même. D'accord. Voilà. Et ils resteraient première série hors quota pendant donc 2 ou 3 ans, à condition de satisfaire les seuils actuels. C'est-à-dire qu'il faut quand même avoir 125 points de performance. En gardant les seuils actuels. Okay. Voilà. D'accord. Et même chose pour les deuxième et troisième séries. Ils seront deuxième série trèfle hors quota pendant 2 ou 3 ans, toujours pareil, avec possibilité de choisir du coup. D'accord. Ça va amener un peu plus de souplesse. Et puis, objectivement, quand on voit tout ce qu'on a mis en place pour gagner des points de performance, ceux qui veulent vraiment rester première série trèfle, il suffit qu'ils fassent une bonne coupe des clubs, un bon challenge des simultanés du soir, ou qu'ils participent à des festivals, puisque j'ai renforcé de manière significative les points qui sont attribués dans les festivals, pour tous les festivaliers, dans toutes les régions, parce que maintenant on va faire un festival des tournois régionaux, et j'attribue quelques points, comme peuvent le faire les comités lors de leurs tournois de ville. Les premières séries mineures sont prises en considération et auront la possibilité de gagner plus de points. Donc si on regarde l'ensemble du dispositif... il y a le phénomène aussi dont tu m'as parlé tout à l'heure, avant qu'on commence, qui est de créer de plus en plus de divisions nationales, en fait. Donc du coup, de faire un effet d'entraînement vers le haut, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens... Parce qu'il y a plusieurs choses. C'est-à-dire que les gens, ils sont passés première série trèfle, par exemple. Ils sont contents d'être passés première série, parce que pour eux, c'est important. Alors, ils sont pas contents quand on leur dit, vous allez redescendre. Mais d'un autre côté, beaucoup trouvent aussi que quand ils arrivent en première série trèfle ou carreau... Ça peut être difficile. Ça peut être dur, parce qu'ils vont se confronter à des premières piques, voire plus. Alors, c'est vrai que si on recrée des divisions nationales, 1, 2, 3, en mixte, en machin, comme ça s'est créé là, ça désengorge un petit peu l'excellence, en fait, du coup. C'est-à-dire que ça va refaire, peut-être un peu baisser le niveau de l'excellence, et que donc, du coup, les nouvelles premières séries vont se sentir un petit peu moins noyées de... Donc c'est un peu l'idée que tu m'as dit tout à l'heure. Tu as raison, Marc, d'évoquer cela. Je prendrai un exemple, c'est la création de la DN2 par paire mixte cette année, avec 28 équipes par ligue. Cette création a permis effectivement de désengorger l'excellence, puisque les premières piques en général sont dans cette division nationale 2 régionale mixte, et on a pu constater à cette occasion que l'épreuve d'excellence, surtout dans les comités petits et moyens, dans les grands, je ne suis pas sûr que ça change totalement. Mais ça a permis de faire un appel d'air, et beaucoup de joueurs qui n'avaient que très rarement accès aux finales de ligue se trouvent aujourd'hui bien placés en excellence, accèdent aux finales de ligue, et pourquoi pas à la finale nationale qui suit derrière. Donc en fait, ça a permis de créer en fait une espèce de championnat dédié aux premières séries mineures et aux premières séries cœur, quoi. C'est pas dénommé comme ça. Mais ce qui me paraît important, parce que j'apprends pendant cette interview, c'est ce choix qui va être laissé aux gens. Voilà, même s'ils ont été rétrogradés, ils pourront quand même décider de rester, s'ils veulent rester en excellence, ils pourront décider de le faire. Ils auront le choix entre les deux. Voilà. Là, ça paraît être une façon d'amortir un peu le choc. Quoi. Voilà, tout à fait. Mais je préfère le faire en choix positif, c'est-à-dire qu'il reste en première série trèfle hors quota, mais s'ils le souhaitent, et ça sera dès leur inscription au début septembre, ils auront à cocher une petite case pour nous préciser s'ils souhaitent rester parce qu'ils ont plus de 125 points, ou s'ils souhaitent redescendre, parce qu'il y a des gens qui souhaitent. Oui, tout à fait. Mais en fait, c'est bien, parce que moi, je sais, quand j'ai commencé, on s'inscrivait où on voulait, en fait. C'est-à-dire que moi, quand j'étais 3ème série, je jouais l'excellence, parce que... voilà. Mais c'est vrai qu'il y a des gens qui préfèrent faire l'inverse. Donc là, au moins, du coup, ils ont le choix. Je pense que ça va être une mesure qui devrait... ils ont le choix, et en plus, il ne faut pas oublier que c'est un jeu convivial, ils ont des copains, ils veulent jouer avec leurs copains, ils ne sont pas forcément première série, donc ça pose quelques difficultés. Donc ça permet de régler beaucoup de choses. Alors la question suivante, c'était... alors c'est très variable selon la géographie française, les comités ne sont pas du tout équivalents. Donc il y a en France des comités qui sont géographiquement petits, même s'il y a beaucoup de monde, en particulier les comités parisiens ou de la couronne parisienne. Et puis à côté de ça, il y a des comités qui sont extrêmement étendus, mais avec beaucoup moins de monde. Et donc les problèmes ne sont pas du tout les mêmes. Et donc, c'était la création de maisons du bridge, de comités. Alors,
qui, dans les comités très étendus, posent des problèmes parce que c'est toujours les mêmes qui font les kilomètres, qui sont obligés de se payer les hôtels et les restaurants, alors que ceux qui habitent près de la maison en question, eux, ils n'ont pas ces frais-là, pas ces problèmes-là. Et puis, dans les comités plus petits géographiquement, comme les comités parisiens, il s'est passé un autre phénomène. Moi, j'ai pu voir ça un petit peu dans l'Urepoix, c'est-à-dire que la maison du Bridge est très endettée, et du coup, crée surmultiplie les commissions, Les les compétitions compétitions. de comités, et du coup, ça a un effet ça vide les clubs, en tout cas, ils ont plus de mal voilà. Et les clubs, c'est la base de recrutement de la fédération. Et donc c'est quand même un petit peu paradoxal de voir, en tout cas certains comités, je ne dis pas tous, mais en tout cas certains comités, ont l'impression qu'ils scient un peu la branche sur laquelle ils sont assis, quoi. Alors c'est vrai qu'il y a dans certains comités, on va pas les citer, ça serait. Mais dans certains comités, effectivement, il y a une dérive et c'est pas forcément un problème d'endettement, mais c'est un problème de structure. Le fait que ces comités-là aient parfois trop embauché, ils sont obligés de chercher des recettes pour couvrir les frais de structure qu'ils ont engagés. Il y a eu aussi parfois des problèmes d'investissement dans certains comités. Alors c'est vrai que on peut constater une certaine dérive et il y a des comités qui aujourd'hui sont devenus de super clubs prenant la substance, c'est-à-dire les joueurs, dans les clubs. Et du coup assèchent les clubs et rendent les clubs effectivement mettent les clubs en position délicate. Et comme ce sont les recruteurs, c'est pas forcément un très bon signal qui est donné. Ah oui. Alors après, il existe d'autres formules dans certains comités où la maison du bridge a été réalisée, mais avec l'hébergement d'un club, un club résident. Ça permet d'abaisser le poids des frais de structure sur chacune des structures, comité ou club, de partager des investissements aussi, donc ce sont des modèles qui sont très vertueux, et évidemment ces comités n'ont pas besoin de développer des compétitions à gogo. Là il faut un peu garder raison là, et faire en sorte que les comités qui ont développé trop de compétitions redécentralisent ces compétitions. C'est pas forcément les annuler ces dites compétitions, mais par exemple un tournoi de la Saint-Valentin, on ne voit pas pourquoi il se fait au comité, il devrait se faire dans les clubs. Même si les inscriptions sont prises au niveau du comité, parce qu'il peut y avoir une centralisation pour des raisons de résultats en commun, ou de faire un simultané, peu importe, il faut que toutes les compétitions qui ne sont pas utiles soient ramenées dans les clubs, que ce soit 2 ou 3 clubs qui prennent un jour la compétition X, et puis les 2 ou 3 autres clubs qui prennent la compétition Y. Il faut qu'il y ait un retour des joueurs vers les clubs, sinon on est effectivement en train de scier la branche sur laquelle Ah oui. nous sommes tous assis. Bon. Alors, il y a un autre sujet qui me tient beaucoup à cœur en tant que professionnel de bridge, professeur, organisateur de voyages simultanés. Et c'est vrai que quand j'ai vu les premières déclarations que tu as pu faire, c'est vrai que ça m'a fait plaisir parce que je me suis dit, voilà, enfin un président, c'est pas pour passer de la pommade, c'est juste parce que c'est ce que je ressens, qui considère que les professionnels du bridge, donc les voyagistes, les organisateurs de stages, les organisateurs de simultanés, etc., donc tous les gens qui vivent du bridge, sont des acteurs qui participent au développement de tout le monde, et qu'en fait on est tous dans le même bateau. Et c'est vrai que tu as prononcé des phrases toutes qui allaient dans ce sens-là. Et parce que, bon, là encore, je ne vais pas citer de nom, parce que moi j'étais ami avec la plupart des présidents qui sont venus avant toi, mais parfois on avait l'impression que qu'on était un peu en concurrence sur certains domaines. Bon. Et j'ai toujours trouvé ça idiot parce qu'on a tous le même intérêt. Est-ce que ça fonctionne, hein? Bon, ouais. Alors, est-ce que tu peux nous dire de ce que tu ressens de ça? C'est vrai qu'il y avait ce type d'ambiguïté. Il y avait les parasites et puis la partie noble de la fêtée. Non, en fait, là aussi, il faut être très lucide. On a tous besoin les uns des autres. S'il y a un volet qui manque, c'est toute la pyramide qui se trouve déstabilisée. Et tout ça correspond à des natures de bridge qui sont différentes les unes des autres.
Alors la Fédé s'occupe du bridge de compétition, pas à peine d'en parler, tout le monde connaît. Mais à côté de ça, il y a des gens qui cherchent autre chose que la compétition. C'est le bridge loisir, par exemple. C'est ce qui se vit dans les clubs, plus ou moins bien, puisqu'il y a des clubs non affiliés, ça veut dire qu'ils ont encore plus de loisirs à aller chercher dans ces clubs non affiliés. Donc là, c'est un gros travail qu'on commence à prendre en considération. Et puis le troisième volet du bridge, après le bridge de compétition, le bridge loisir, il y a le bridge plaisir. Et le bridge plaisir, c'est tout ce qui est fait par les professionnels du bridge. Et c'est un volet excessivement important. C'est le bridge sur les croisières, enfin c'est les croisières de bridge, c'est les festivals, c'est tous les séminaires que les uns et les autres peuvent organiser, et qui captent un public qui soit est un public de compétition qui cherche à parfaire ses connaissances en faisant un stage X, Y ou Z, soit c'est un public qui joue au bridge, mais pas forcément de manière très approfondie, et qui pourrait être un jour ou l'autre dans les bridges de compétition bien sûr, ou dans le bridge c'est loisir. une autre façon de recrutement, bien sûr. Mais c'est une forme de recrutement, surtout que ces gens-là, lorsqu'ils partent en croisière, ils ne partent pas forcément tout seuls, il y a d'autres personnes, ça peut avoir des effets d'entraînement. Donc il faut qu'on travaille tous ensemble, parce que si les uns tirent dans l'autre sens que les autres, ça ne marchera pas. Et on a tous besoin d'être solidaires aujourd'hui. Eh bien, écoute, c'est une bonne nouvelle. Voilà. Moi, ça me fait plaisir. Alors, cinquième volet, la maison du bridge à Saint-Cloud. Voilà, donc on a eu beaucoup de bruit, on a entendu beaucoup de choses, il y a eu beaucoup de fake news aussi, j'ai l'impression. Donc sur l'éventuel déménagement du centre de la Fédé, donc ici. Voilà, donc est-ce qu'on part ou est-ce qu'on part pas? Alors, nous ne partons pas. Bon. Mais ça fait déjà presque 2 ans que je suis président, hein, ça passe vite. D'entrée de jeu, j'ai dit qu'on ne partirait pas, parce que ça n'a pas beaucoup de sens. D'autant plus qu'à l'époque, il y avait une crise financière à la Fédération française de bridge, donc on pouvait se poser la question de savoir, si on vend ici, est-ce qu'on peut faire une bonne affaire, à condition de pouvoir se reloger à moindre prix et dans de meilleures conditions ailleurs. Comme cette équation-là n'a jamais été résolue, très vite abandonné le sujet. En revanche, ce qu'il faut faire dans notre bâtiment, qui va en plus se retrouver valorisé par le développement du Grand Paris, parce que on va avoir maintenant des accès à la Fédé qui seront encore plus faciles que ce que nous connaissons aujourd'hui, donc ça c'est une plus-value pour notre bâtiment. Mais il faut qu'on reconfigure un certain nombre de choses, je pense en particulier à l'espace de jeu. On a fait intervenir 2 équipes d'architectes. On va redéployer cet espace de jeu pour le rendre beaucoup plus convivial. Et puis on va faire des travaux sur la climatisation et le chauffage. Parce que ça, je peux te dire que la climatisation dans les salles de jeu, c'est pas toujours top. Hein. Non, le nombre de runs qu'on a pu attraper. Alors, on a une petite amélioration, peu de joueurs s'en sont aperçus, parce qu'on a fait mettre des doubles vitrages là, l'été dernier. Et c'est vrai qu'on gagne quand même un peu. On gagne quelques degrés. Bon, mais néanmoins, le travail reste à faire. Ce sont des gros investissements. Donc il faut que je traite ce sujet-là avec le Conseil fédéral. Ça va s'étaler sur plusieurs années. Comme on a une trésorerie maintenant qui est tout à fait saine et on n'a aucun problème de trésorerie, on a un emprunt Société Générale qui va être remboursé à la fin de cet exercice. C'est le moment d'emprunter pour faire des travaux d'embellissement dans ce bâtiment. Quitte à ce qu'on en fasse vraiment plusieurs travaux d'embellissement et qu'on loue, par exemple, le 4e étage dans lequel nous sommes, voire le 5e étage, parce qu'on a déjà été sollicité dans ce sens. Et comme nos bureaux, je les ai réaménagés, qu'on n'est plus qu'en open space, d'un côté la com, de l'autre côté l'informatique, et un troisième volet, c'est compétition et UB. Donc on est moins consommateur de bureaux et on pourrait imaginer pouvoir louer le 4e et le 5e. Alors, 6e question. On a actuellement une façon d'élire le président de la fédération qui est sur 4 étages en fait. C'est-à-dire que je résume, parce que la plupart des gens ne savent même pas comment ça se passe. Bon. Donc en gros, les licenciés votent pour élire leur président de club, les présidents de club votent pour élire les présidents de comité,
et les présidents de comité votent pour élire le président de la fédération. Donc c'est vrai qu'on a l'impression que le bridger lambda, il n'a pas beaucoup d'impact en fait sur le choix du président. Or c'est quand même important parce que la politique du président, c'est quand même lui qui va insuffler le bridge dans telle ou telle direction, et tout le monde est concerné par ce qui se passe ici, quoi, en fait. Hein, voilà. Sans avoir l'impression de pouvoir y jouer un véritable rôle, en fait. Hein, puisque, voilà. Donc, alors en plus, d'après ce que j'ai compris, ça pose un problème au niveau du fait d'être reconnu comme fédération sportive. Enfin, il y a tout un tas de schmilblick là-dedans. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il va y avoir des modifications des statuts, de forme d'élection? Enfin, le fonctionnement de la fédération, est-ce qu'il va rester comme ça ou est-ce que ça va changer? Non. Dès le prochain conseil fédéral, on va introduire une modification des statuts parce que rien qu'à la Fédé, je ne parle même pas d'élection là, rien qu'à la Fédé, il y a trop de stades de prise de décision. On a aujourd'hui un bureau exécutif, on a un conseil d'administration, et on a un conseil fédéral et les assemblées générales. Donc, là aussi, il y a 4 stades et il y en a au moins un ou trop. Voilà. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de revenir à un schéma un peu plus traditionnel, conseil fédéral et bureau exécutif, et puis les assemblées générales, normalement une fois par an, donc ça marche bien. Maintenant, pour ce qui concerne les aspects électifs, il faut rappeler au passage que la Fédération française de bridge est une fédération de clubs. Donc les gens qui devraient être en prise directe pour élire les instances dirigeantes, ce sont les clubs. D'accord. Voilà. Après, libre aux clubs de réunir, logiquement ce que font déjà les comités vis-à-vis de leur club, de réunir leurs troupes pour avoir un débat sur le programme de telle ou telle équipe qui entend se présenter. D'accord. Voilà. Oui, c'est-à-dire qu'on pourrait imaginer qu'à l'intérieur d'un... Mais alors, il faudrait que les clubs votent directement aussi, parce que là, pour l'instant, ça passe par l'intermédiaire des présidents de comité. Voilà. Alors, mais si les clubs votaient directement, on pourrait imaginer que dans un club, enfin dans chaque club, on fasse une réunion en disant voilà, il y a trois candidats à l'élection pour le poste de président. Pour qui vous voulez que je vote en gros, hein, c'est-à-dire que c'est un système de grand électeur en fait. Hein, voilà. C'est ça. Donc on pourrait imaginer que ce soit les gens du club qui donnent mandat à leur président de club pour dire voilà, on préfère que tu votes pour machin ou pour truc et non pas en fonction de ce que toi tu veux. Oui, ça pourrait éventuellement s'envisager. Alors, c'est ce qu'en font en principe les comités aujourd'hui. Ils réunissent leur club pour savoir sur qui porter leur voix. Bon. Ça se passe. Ça se passe. Voilà. Je ne suis pas sûr que ça soit d'une grande efficacité et que ça change fondamentalement. Oui, puis surtout les clubs n'en parlent pas, enfin les présidents de clubs n'en parlent pas au sein de leur club. C'est-à-dire que moi j'ai jamais vu un club où le président demande à ses adhérents pour qui vous voulez que je vote. Quoi. J'ai jamais entendu. Enfin, je sais pas, peut-être que je dis une bêtise, mais j'ai jamais entendu parler d'un truc comme ça. C'est quand même assez rare. Pour l'impression que ça se fasse. Quoi, hein, voilà. Alors, mon rêve, c'est pour la prochaine mandature, c'est de trouver des points de rassemblement. Alors, dans un premier temps, des clubs. Ça, c'est relativement facile de faire un peu les états généraux du bridge en réunissant le maximum de clubs pour pouvoir débattre d'un certain nombre de sujets. Après, élargir ça à l'ensemble des joueurs, bon, c'est un peu plus compliqué. Il faudrait louer le Stade de France, je ne suis même pas sûr que ça suffise. Mais ça peut se faire aussi dans les clubs via des outils numériques. Une vidéoconférence, ça se passerait très bien. On pourrait très bien imaginer faire ça. Il faut le faire d'ailleurs. Mais la première étape, c'est déjà de redonner le pouvoir au club, quitte à ce qu'il y ait un panachage des voix entre les clubs et le comité concerné. Peut-être qu'un schéma transitoire, ce serait de dire que la moitié des voix sont portées par le président du comité et l'autre moitié par les présidents de club. De telle manière que les présidents de club se mettent un peu plus à jour des subtilités de la Fédé et pour qu'ils puissent prendre après les destinées de la Fédé en main. Et ça, tu penses que ça peut se faire donc avant la fin de ton mandat actuel là? Non, aucune chance. Aucune chance. D'accord. C'est pour la fois d'après. Oui, là je vais déjà changer la prise de décision en interne. Ça va être présenté au prochain conseil fédéral, donc au mois de mars, dans 3 semaines.
Ça sera présenté, voté, et on commencera la mise en application dès le prochain Conseil fédéral de juin pour les prochaines élections qui auront lieu au mois d'octobre 2020. D'accord. Voilà. Donc on a changé le... Ah oui, ça vient vite déjà. C'est déjà... Ah oui, ça... C'était une mandature réduite, ça me permet de reprendre. Ah oui, c'est ça, parce que ça paraissait plus long que ça. Une mandature réduite, puisqu'on voulait, pour des raisons de Fédération française de bridge, fédération sportive, on était obligé de recoller au calendrier olympique. D'accord. D'où le mandat de 2 ans. 2 ans au lieu de 4. Quoi. Qui m'allait bien, parce que moi j'avais dit je veux bien prendre la Fédé en charge pendant 2 ans, mais après j'espère que quelqu'un prendra la suite. Bon, donc 2 ans ça m'allait bien, donc c'était un format qui était pertinent. Sauf qu'en 2 ans on n'a pas le temps de faire tout ce qu'on a envie de faire, ça va vite quand même. Alors, fédération sportive, puisque j'ai évoqué le sujet et tu l'as évoqué toi-même, aujourd'hui, notre dossier n'est toujours pas repoussé, on est toujours dans les clous, sauf qu'entre-temps, il y a eu les gilets jaunes, puis après, il y a eu, en ce moment, c'est la campagne des municipales, et puis en plus, le coronavirus. Ouais. Donc, très clairement, j'ai des contacts qui me sont offerts par différents membres du conseil d'administration auprès des plus hautes instances du gouvernement, et ils estiment que la Fédération française de bridge fait du bon boulot. Voilà. Bon boulot auprès des jeunes, bon boulot auprès des plus anciens. On a une vraie mission. Ils le lisent bien comme ça. D'accord. Donc aujourd'hui, ils nous cherchent le statut le plus adéquat avec ce que l'on souhaite, puisque ce que l'on souhaite, nous, c'est d'avoir un statut fiscal qui soit favorable à tous les bénévoles du bridge, à tous les arbitres qui interviennent occasionnellement, qui défiscalisent un peu toutes ces prestations-là. Et ils nous cherchent le meilleur statut possible, et le meilleur statut possible passe peut-être par une refonte de la convention collective, ou un changement de convention collective. Enfin bon, ils étudient la question. Il y a une petite piste peut-être pour qu'il y ait une fédération des jeux de l'esprit, parce qu'aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'ils veuillent garder les échecs comme fédération sportive. Donc, parce que les échecs, c'est une fédération sportive, d'accord. Il y a un autre sport aussi ridicule qui vient... Enfin, ridicule. Pardon ces gens-là, mais... Oui. On va pas les citer alors. Comment ont-ils pu avoir c'est tout simplement comme les échecs. Hein. Il s'agit qu'à un moment d'avoir le bon homme politique au bon endroit. C'était Marie-Georges Buffet avec le Parti communiste et les Russes. Voilà, les échecs sont passés. Ah oui, d'accord. Ça date de cette époque-là. D'accord. Bon, écoute, je te remercie d'avoir répondu à mes questions. Je te laisse finir l'entretien pour parler de quelque chose dont on n'avait pas encore parlé. Voilà, tu as carte blanche. Merci. On n'a pas trop parlé de bridge virtuel. Ouais. Faut pas se leurrer, le bridge, tôt ou tard, sera virtuel. Ça se développe déjà beaucoup. Il y a beaucoup de tournois internationaux qui se font maintenant au travers de l'outil Internet. Mais il faut qu'on tire, nous, les avantages de cette évolution. Parce qu'on l'a évoqué plus ou moins rapidement tout à l'heure, c'est que les jeunes, si on veut les garder dans le bridge, il faut leur offrir un outil qu'ils puissent utiliser sur leur smartphone. Il faut qu'ils puissent garder un contact. Si on les gardait en contact plus longtemps, ils remettraient moins de temps pour revenir au bridge. Ou les universitaires, quand ils partent à l'étranger, il faut qu'ils puissent être en relation avec leurs copains et faire des parties à distance. Donc ça, c'est un véritable apport. Mais, donc j'ai tiré les conséquences de tout ça et on a développé, et ça va arriver dans les clubs très prochainement, on a développé une espèce de plateforme d'apprentissage en ligne. J'ai demandé aux équipes de m'offrir un produit qui soit le Candy Crush du bridge. Un jeu de gamification où on progresse de ses erreurs. Donc il va y avoir 4 modules. On vient de finir le premier module qui est le module trèfle, où on apprend aux gens à manipuler les cartes, à reconnaître les couleurs, à savoir quelle est la plus forte, quand est-ce qu'on fait des levées. Enfin, on leur explique tout ça, mais de manière très simple, en jouant, de manière très ludique. Et ça, c'est un outil qui va nous servir. Ça a été demandé par l'Éducation nationale aussi, ils ont besoin de ce type d'outil-là, donc on va pouvoir leur proposer. Mais le principal avantage que je vois à cet outil, c'est
Aujourd'hui, lorsque des nouveaux joueurs arrivent en club après la bataille, c'est-à-dire après le lancement des cours, octobre, novembre, ils arrivent en janvier, février, qu'est-ce qu'on leur dit? Bah, revenez l'année prochaine parce que vous avez raté le train. On avait raté le train. Ouais. Sauf qu'ils ne reviennent pas l'année prochaine. Ouais. Avec cet outil-là, on met n'importe quel bénévole avec un PowerPoint et son ordinateur, il est capable de ramener le joueur à la vitesse grand V au niveau des autres et de pouvoir les réintégrer très rapidement dans le groupe. Oui, parce que c'est vrai que ça, c'est un phénomène qui arrive très souvent, ça. Ah bah on perd un nombre de joueurs, mais c'est incalculable, le nombre de gens intéressés. Pas forcément des joueurs. Oui, parce qu'ils n'arrivent pas forcément en septembre. Quoi. Dès qu'ils arrivent, effectivement, au mois de janvier ou au mois de février, on leur dit, c'est trop tard. Par exemple, avec la Bridgebox, aujourd'hui, il y a des gens qui vont se réveiller et vont dire, tiens, ça, je ne l'ai pas utilisé, je vais y aller finalement, parce qu'il pleut, parce que c'est le coronavirus, je ne peux pas aller là où je devais aller, je vais aller au club. On va lui dire, désolé, on n'a pas d'enseignant à vous mettre à la disposition et on ne va pas créer un cours. Voilà. La réponse sera cet outil sur électronique. Ouais. Alors cet outil sur électronique, ça va être utilisé en présentiel dans les clubs. Donc un outil vraiment d'un usage extrêmement facile, je pourrais te le montrer après. Mais j'ai demandé à Funbridge de faire la même chose avec la même progression pédagogique, mais type manga, quoi. Type, faut intéresser le grand public qui adore les jeux bizarres sur smartphone. Et là, ils ont pris un professionnel de l'animation de ces jeux. Et la maquette que j'ai vue est assez sympathique et ça permettra peut-être de capter des gens qu'on ne capte pas dans les clubs. C'est vraiment le grand public qui cherche toujours le jeu nouveau pour s'amuser, quoi. D'accord. Voilà. Et donc du coup, après, ces gens-là, ils peuvent envisager même de jouer, parce que pour l'instant, en gros, si on veut jouer au bridge sur Internet, c'est BBO, quoi. C'est BBO ou Funbridge, oui. Voilà. Alors Funbridge, c'est encore un petit peu différent, parce que Funbridge, on joue pas vraiment contre des êtres humains, donc c'est une autre formule. Voilà. Et si on veut faire une partie de bridge, pour l'instant, en gros, c'est BBO. Est-ce qu'il peut envisager qu'il y ait quelque chose qui soit interne à la fédération, où on aurait un peu comme une espèce de club virtuel dans lequel on pourrait faire des parties, des tournois ou des machins. On ne va pas réinventer BBO, donc ça me pas. Non. Ça serait partir dans des investissements que je ne sens pas. Alors donc en fait l'idée de ce que tu viens de me parler, c'est de faire de l'apprentissage et donc après pour que les gens viennent jouer en vrai dans les clubs. Exactement. En fait, hein. D'accord. Okay, voilà. Parce que tout ça, on va le faire avec de la géolocalisation. D'ailleurs, il y a un point, toujours sur le bridge virtuel. On a un accord avec Funbridge pour essayer de ramener les gens qui jouent sur Funbridge, qui n'ont rien à voir avec les clubs, qui ne sont pas connus du tout de la fédération. On a créé un produit qui s'appelle la e-licence. Donc Funbridge vend des e-licences. Aujourd'hui, on a presque 250, je crois. Ce qui est énorme déjà, parce qu'on n'a rien fait pour ça. Funbridge envoie ça à ses abonnés perso et on les géolocalise, on avertit les clubs à proximité de ces e-licenciés et ça leur permettra de les inviter à des fêtes physiques cette fois-ci dans les clubs. D'accord. Et cette e-licence, elle n'est pas statutaire. Néanmoins, on leur offre la possibilité d'aller voir le site de la Fédération française de bridge et on leur offre l'as de trèfle dématérialisé. Ce qui fait qu'ils peuvent prendre goût à tout cela et venir à la Fédé. J'ai regardé la composition de ces e-licenciés. Pour 80% d'entre eux, on ne les connaît pas du tout. D'accord. C'est énorme. Ouais. Les autres, on les connaît. Ils ont été licenciés déjà à un moment ou à un autre. Mais ils ne le sont plus. Ils ne le sont plus. Et donc on a approfondi un tout petit peu. On n'a pas fait les 20% complètement, mais on a approfondi ces cas-là. Et on s'aperçoit que ce sont des gens qui ne peuvent plus se déplacer. Il y a toujours une raison qui font qu'ils jouent de manière virtuelle, mais ils ne se déplacent plus en club. Et pour ces gens-là, c'est un bonheur. Parce que le fait qu'ils ne soient plus licenciés, ils ne pouvaient plus suivre les résultats de leurs copains, etc. Ils ne recevaient plus l'as de trèfle. Là, on leur rend du plaisir parce qu'ils ont accès au site de la fédération, ils ont accès à l'as de trèfle dématérialisé, mais
ils n'ont pas le droit de jouer en club, ça ne leur autorise pas un accès au club, et encore moins un accès en compétition. Et on s'est déjà aperçu qu'il y avait une dizaine de e-licenciés qui avaient transformé leur e-licence en licence. D'accord. Donc c'est un Donc, modèle... encourageant. Oui, c'est plutôt encourageant. Écoute, je te remercie infiniment. Je t'en prie. Et puis, écoute, voilà, j'espère qu'on va être beaucoup écoutés. Hein, et puis, à une prochaine. J'espère que tes abonnés auront beaucoup de questions à te poser. Écoute, on verra sur le forum.